Quels sont les éléments qui entrent en compte pour établir une base financière solide? C'est premièrement la santé. Votre santé fait partie d'une grande partie de votre base financière. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas établir le reste. Vous ne pouvez pas avoir une base financière solide si votre santé ne vous permet pas de faire quelque chose. OK? Et en dehors de ça, vous avez besoin de la protection. Vous allez me demander quel genre de protection nous allons prendre tous. Nous allons apprendre tous ensemble. Nous avons aussi la gestion de dettes. Vous ne pouvez pas vivre avec de dettes et vous êtes là tranquille. Parce que vos dettes vous empêcheraient, les dettes vous empêcheraient d'aller un peu plus loin. Parce que chaque fois que vous avez le revenu, vous devez le sortir pour liquider le dette. Et ce sont des choses, je pense que vous allez retourner dans nos vidéos ou encore nous allons tous apprendre ici avec nos experts. Peut-être qu'ils vont nous dire un peu plus. Et aussi, nous avons aussi besoin de mettre en place les fonds d'urgence. C'est quoi? Nous allons apprendre aujourd'hui. Et en fin de compte, nous avons l'investissement. Donc, aujourd'hui, mes deux experts vont seulement s'atteler sur la protection et sur le fonds d'urgence. Madame Ruth, à toi. En tout cas, Madame Sarah, une fois de plus, merci pour la parole. Comme je disais, je suis toujours heureuse d'être ici en votre présence et partager ces informations qu'on a avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne le fonds d'urgence. Avant de commencer, ce qu'on appelle l'Emergency Fund. Peut-être qu'on appelle ça le fonds d'urgence ou autre en français. Alors, avant de commencer, je vais vous poser la question. Je vais poser cette question. Si vous voulez, je la pose en anglais, en français, en lingala, en chiluba, pour ceux qui sont là. Si vous posez cette question de savoir, if you had an emergency today that required $600, will you come up with that amount of money? Si vous avez un problème, l'imprévu aujourd'hui, et vous avez besoin de $600 maintenant même, où allez-vous trouver cette somme-là? Ce qu'on a qui n'a pas $600 qu'à l'élo, au bibi boy, mouture koufelio nanzela. Babi si on a garage que aux a pas $600. Mbon wana okouta nango wapi. Buwo musamba kana ni boalu bwa $600 anu lelu. 600 ou ni afuma kwei. Donc, les Balouba se sont retrouvés. Ne me corrigez pas. Je suis Mouloubakin. Bisogna Sobatolingal, on se retrouve. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de l'argent quelque part qu'on garde pour les imprévus. Les experts disent que half of Americans n'ont pas de l'argent quelque part qu'ils gardent pour ce qui concerne les imprévus. Vous allez me dire, mais Ruth, je veux prendre ça de mon checking account. On sait que il n'y a rien dans le checking account. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dépensé, on a acheté ceci, on a payé le bill, ceci. Il n'y a plus rien dans le checking account. Oh non, je vais chercher dans le saving account. Nous savons très bien que nous, les Africains, on n'aime pas save de l'argent. Donc, il n'y a rien aussi dans le saving account. Et si je vous disais que on pouvait prendre cette somme-là facilement si on s'était bien préparé, ce qui voudrait dire si on avait mis de côté un compte avec de l'argent dedans qu'on a appelé le Emergency Fund ou bien de l'argent que pour les imprévus. Alors, c'est quoi l'Emergency Fund ou ce qu'on appelle fonds d'urgence en français? L'Emergency Fund, c'est de l'argent mis dans un compte qui est facilement accessible et qui peut se liquider facilement, qui nous permet que le jour où on a un problème, dans des imprévus, qu'on soit toujours couvert ou bien qu'on ait la paix du cœur, sachant que j'ai déjà quelque chose mis de côté et je ne veux pas, je ne veux pas avoir à chercher ou à utiliser ma carte de crédit parce que la plupart d'entre nous, moi qui vous parle en ce moment, au préalable, j'ai eu à utiliser ma carte de crédit quand j'avais un problème de voiture parce que c'était imprévu, quand je devais fixer quelque chose à la maison parce que c'était imprévu, j'ai dû utiliser ma carte de crédit. Alors, on peut éviter d'utiliser la carte de crédit si on a ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Alors, exemple, si je peux vous donner un exemple. Vous voyez déjà, l'année passée, on a été tous surpris au mois de mars, Corona, Tokangi,
office, les gens n'avaient plus de travail et puis les gens ne savaient plus travailler. Pourquoi? Les enfants n'allaient plus au daycare. Maman qui travaillait tout le temps, elle était obligée de rester avec les enfants à la maison et papa était obligé de chercher un autre travail où il pouvait avoir la possibilité de travailler à partir de la maison. Vous voyez quand vous avez ces genres d'imprévus, parce que Corona a signalé qui puisse sauter. Il y a ces genres de trucs ne peuvent pas vous signaler que moi, Corona, je veux venir en mars, préparez-vous. Alors, pour ceux qui n'avaient pas de travail pendant 6 mois, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pour ceux qui n'avaient pas de travail pendant 3 mois, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les experts disent qu'on doit garder dans un compte entre 3 à 6 mois de nos dépenses mensuelles pour nous permettre d'être protégés le jour où il y aura des imprévus du genre Corona, par exemple, le coronavirus, où les gens étaient du genre, étaient du genre choqués ou bien n'avaient pas de travail, ainsi de suite. Alors, pourquoi 3 à 6 mois? Alors, je veux lire ça pour vous. Et je fais mes recherches. Pourquoi 3 à 6 mois? Vous pouvez vous dire que, Madame Ruth, est-ce que moi je dois garder 3 mois de mes dépenses mensuelles ou bien je dois garder 6 mois de mes dépenses mensuelles? Alors, je veux vous aider par rapport à cela. Gardez 3 mois de vos dépenses mensuelles si vous êtes toujours en bonne santé. Je dis bien, vous êtes toujours en bonne santé. Vous pouvez garder 3 mois de vos dépenses mensuelles. Si vous avez des conditions, après 2 mois, vous allez à l'hôpital, après 1 semaine, vous allez à l'hôpital, gardez 6 mois. Alors, si vous avez le support de votre mari ou bien de la famille, gardez 3 mois. Si vous n'avez pas de support du côté finances, vous n'avez pas de support, gardez 6 mois. Si votre cost of living, admettons que vous restez chez vos parents, vous ne payez pas le rent, vous ne payez pas le bills, peut-être vous payez seulement votre téléphone et votre car insurance, vous pouvez garder 3 mois. Ça veut dire que les parents font tout pour vous et vous ne payez presque rien dans le bills. Gardez 3 mois. Si vous êtes seul et vous ne dépendez que de vous, seul de vous-même, alors gardez 6 mois. Si vous êtes un renter, vous êtes en train de rent, gardez 3 mois. Si vous avez un home, vous êtes homeowner, gardez 6 mois. Si vous n'avez pas, you have no kids, you have no pets, gardez 3 mois. Si vous avez des enfants, gardez 6 mois. Si vous n'avez presque pas de dettes, gardez 3 mois. Si vous avez des dettes, gardez 6 mois. Si vous êtes de ces genres de personnes du genre, si vous perdez un travail aujourd'hui, demain vous allez trouver un autre travail, parce que j'en connais ces gens-là, perdent un travail aujourd'hui, demain il a un autre travail, gardez 3 mois. Si vous êtes ces genres de personnes où c'est vraiment difficile de trouver un travail, gardez 6 mois. Si vous avez un travail qui est vraiment stable, gardez 3 mois. Et si vous n'avez pas de travail stable, gardez 6 mois. Alors, comme je disais, où est-ce que vous pouvez garder vos fonds d'urgence ou l'emergency fund? Gardez l'emergency fund, votre emergency fund, dépendamment de vos dépenses mensuelles. Si c'est 10 000 $ que vous devriez garder, si c'est 20 000 $ que vous devriez garder, dans un compte, je dis bien, dans un compte qui est facilement accessible et que vous pouvez liquider facilement. J'ai eu une question hier que je devais répondre sur Twitter où on posait la question de savoir est-ce qu'on doit garder l'emergency fund dans le stock market? Oui, déjà que le stock market n'est pas stable, vous voulez garder l'argent de secours dans le stock market et quand vous allez perdre cela, qu'est-ce qui va se passer? Je bien dis dans un compte qui est facilement accessible et que vous pouvez liquider. Une autre question, n'est-ce pas que l'emergency fund, c'est comme le saving? Est-ce que je dois mettre mon argent d'emergency fund dans les savings? Comment est-ce que je veux faire ça? Laissez-moi vous dire ceci. Le saving, vous mettez de l'argent dans les savings ou bien vous avez vos savings pour quelque chose, pour le goals, pour quelque chose que, par exemple, vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter une maison dans 2 ans, vous voulez envoyer les enfants au collège, vous dites que ça, c'est dans le compte saving. Emergency Fund, le fonds d'urgence, c'est pour les imprévus. Ça veut dire quelque chose que vous n'avez pas prévu. On ne sait jamais. Vous pouvez perdre le travail, le medical bill, vous pouvez avoir le car repair. Ça, c'est pour les imprévus. Conseil,
gardez cela séparément. Ouvrez un compte pour dire que ça, c'est seulement pour le saving. Vous pouvez ouvrir un autre compte de l'autre côté. Ça, c'est seulement pour le emergency fund. Vous pouvez avoir 4 comptes et juste ne mettez pas, tout comme on dit, all the eggs in the same basket. Ne mettez pas cela parce que à un moment, vous serez peut-être tenté de dire que oh, est-ce qu'il emergency c'est comme ça que je fasse quoi? Que je retire une partie, que je fasse ça ou ça avec autre. On se connaît. Mais sinon, prière de ne pas garder votre savings and emergency funds in the same account. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Madame Sarah. Waouh, 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 waouh. C'est, oh my God. Madame Ruth, j'ai beaucoup de questions, mais je vais attendre un peu. Nous allons revenir, nous allons passer chez papa, Monsieur Blanchard, qui va un peu nous parler un peu plus. Et ne nous quitte pas. On a beaucoup de questions. Please. Monsieur Blanchard, à vous. Ouais, une fois de plus, merci à Madame Sarah pour l'opportunité. Merci aussi à Madame Ruth pour cet exposé. C'était vraiment fait avec brio et je crois que nous sommes en train d'apprendre beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Alors, moi, je veux parler de income protection parce que ça fait partie aussi des bases solides pour avoir la meilleure gestion de vos finances. Et vous devez penser toujours à protéger vos biens d'une manière générale, je veux le dire. Parce que quand on dit protection, c'est une façon en fait de transférer les risques aux compagnies. Vous voyez, la vie en fait est faite de beaucoup d'imprévus, comme Madame Ruth disait tantôt. Il y a beaucoup d'imprévus, rien n'est prévisible, rien n'est prédit d'avance, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Alors du coup, nous devons voir des protections. Comme on dit, un homme sage voit le mal de loin et il prend toutes les précautions possibles. Alors, dans les income protection, il y a tellement beaucoup d'histoires là-dedans, mais je crois que nous allons épingler quelques éléments. D'abord, vous devez penser à protéger votre car, ce qu'on appelle les car insurance. Vous voyez, chaque fois on est à la chaussée, on conduit chaque fois et il y a aussi un grand risque d'accident. Alors, nous ne pouvons pas, au cas échéant, quand il y a l'accident, dépenser notre propre argent. D'abord, peut-être nous n'avons pas assez. Imaginez que tu connais un véhicule ou peut-être toi-même tu connais un problème en cours de route. Tu vas un peu aller chercher dans ton savings, dans ton checking. Peut-être tu n'en as pas. Tu risques de courir, aller prendre des loans, des dettes pour suppléer à ses besoins. Vous voyez un peu, du coup, vous quittez d'un problème à un autre. Dans ce cas-là, vous ne serez pas assez intelligent parce que vous aurez mieux prévu ou peut-être évité qu'un problème puisse engendrer un autre. D'où nécessité d'avoir les car insurance. Something happen, then vous recourez à la compagnie va prendre en charge. Là où vous devez sortir votre propre argent, vous devez utiliser vos propres moyens. La compagnie d'assurance des véhicules va prendre en charge et voilà, vous êtes quitte, vous êtes en fait à l'abri de ces dépenses imprévues. Et puis après, nous avons aussi les home insurance. Vous voyez, tout peut arriver, comme je disais, comme je suis en train de le dire, tout peut arriver. Vous pouvez pas être à la maison, peut-être vous êtes là, mais un peu distrait, puis il y a le feu. Vous voyez un peu votre maison, voilà. Mais vous perdez presque tous les biens. À ce moment-là, vous risquez presque de recommencer à zéro, quoi. Vous commencez à acheter vos biens, recommencer à remplacer ceci, cela. Et du coup, ça pourra vous poser des problèmes parce que vous n'avez pas assez de moyens d'abord, peut-être même si vous en avez, mais c'était prévu pour d'autres fins. Et utiliser cet argent-là qui était prévu peut-être pour d'autres projets pour réparer ce qui est détruit à la maison, ça ne serait pas aussi assez sage. D'où l'importance d'avoir home insurance au cas échéant où il y a certaines éventualités de la sorte. Vous verrez que la compagnie va prendre en charge tout ce qui va arriver. Donc, vos revenus restent toujours protégés. Vous ne les utilisez pas. Donc, c'est la compagnie qui prend ces risques et répare ce qui doit être réparé. Et après, nous avons aussi les health insurance, l'assurance santé. À l'introduction, Madame Sarah disait, pour même avoir des bonnes finances, vous devez avoir d'abord la bonne santé. Parce que c'est la santé qui vous permet d'aller travailler, d'aller chercher. Et si vous tombez malade, et du coup, vous ne serez pas en mesure d'aller travailler comme vous en avez l'habitude.
Et aussi, quand vous êtes malade, nous savons les coûts des santé dans ces pays, c'est tellement exorbitant. Les factures, quand vous voyez, vous allez à l'hôpital, parfois les docteurs, les médecins ne font presque rien, juste à vous regarder, peut-être quelques conseils, mais à la fin, vous avez voilà, une facture qui dépasse nos entendements. Alors, pour éviter aussi de vous retrouver dans des pareils cas, dans des pareilles situations, il serait mieux d'avoir une assurance santé. Parfois, on a tendance à confondre. L'assurance santé ne veut pas dire que tu ne tombes pas malade parce que tu as une assurance. Non. Tu peux tomber malade, mais au moins ça permet de couvrir certaines dépenses. Là où tu aurais dépensé toi-même, peut-être ça allait coûter plus et tu allais peut-être recourir à tes savings, ça allait peut-être recourir à, peut-être, je sais pas moi, aller prendre des loans. Du coup, quand des cas comme ça arrivent, toi, tu es juste quitte. Tu es là, tu bénéficies des soins, mais il y a quelqu'un, c'est-à-dire la compagnie là où tu as souscrit, ça prend les soins des médicaments, ça prend les soins de l'hôpital, tous les frais y afférents. Donc, vous êtes vraiment, vraiment à l'abri. Donc, c'est aussi l'une de protection. Et une autre protection, comme je disais, il y en a plein. Une autre, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, ça fait aussi partie de ces protections parce que la vie est faite des imprévus. La vie est vraiment faite des imprévus et on devrait toujours prendre soin de prendre certaines précautions qui, une fois des cas pareils nous arrivent, on peut au moins s'en sortir. Dans l'assurance vie, c'est là où je veux plus marteler parce que je sais que c'est vraiment une question épineuse, surtout au sein de la communauté. Et une fois vous abordez cette question, en tout cas, vous regardez comme like, oh, no, what are you talking about here? So, je vais un peu m'atteler là-dessus et je crois que c'est toujours vaste. Peut-être je ne serai pas à mesure de tout déballer, de tout étaler, de tout étayer ici, mais je crois qu'on donnera ce qui sera essentiel. Et puis après, d'autres informations, comme nous disons, la télé, disons-le comme ça, on a la télé, c'est l'État, donc on va dire l'essentiel. Les restes, vous pouvez follow inbox, on aura en tout cas le réel plaisir de vous en dire plus. Alors, l'assurance vie, revenons-en. Comme je disais, c'est aussi l'une des protections. C'est partie voilà, pour avoir une fondation solide de vos finances. Vous savez, cette question, quand on dit assurance vie, il y a tellement de choses qui résonnent dans notre esprit, dans nos oreilles. Vous voyez, les gens se sont tellement mal informés, les gens ne se sont pas renseignés. Et quand on aborde cette question, du coup, on a tendance à se retirer. De par nos cultures, de par peut-être nos croyances, encore ici, je ne veux pas en tout cas toucher à la foi des uns ou peut-être à la spiritualité des autres, parce que la question de la mort, il y a tellement beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de croyances là-dessus. Et surtout quand on parle de l'assurance vie, les gens pensent que voilà, on serait en train de nous attirer la poisse, de nous attirer la mort. Non, la mort, en fait, que tu en parles pas, la mort viendra. Voilà, tu vois, ça ne dépend pas de ton bon vouloir. Ce n'est pas parce que tu en parles que ça vient ou tu n'en parles pas que tu vas l'éloigner. Chacun de nous partira. Chacun de nous partira au moment voulu par Dieu. Et le problème, ce n'est pas de partir, mais le plus grand problème est de savoir. Là, ça reste encore un mystère. Parce que personne ne sait dire quand est-ce qu'il partira. Mais nous finirons tous par partir. Alors maintenant, imaginez, je vais poser la question d'abord aux parents. Je vais d'abord m'adresser aux parents et puis je vais aussi parler à toutes les autres catégories. Déjà arrivé, papa par exemple, vous êtes à la maison, vous regardez vos filles, vous regardez vos beaux garçons là, vous regardez vos enfants et vous posez cette question-là. Aujourd'hui, si je partais, si Dieu me rappelait auprès de lui, que deviendront mes enfants? Il vous est déjà arrivé de rester vous-même seul dans votre salon. Vous tenez là, vous posez cette question-là. Aujourd'hui, si je pars, les enfants que j'aime, voilà, j'aime mes trois enfants, mes 4, mes 5 enfants, je les aime. Tu souhaites tellement de bonnes choses pour tes enfants, tu souhaites qu'ils deviennent des grandes personnes, vous voyez, pour qu'ils fassent peut-être la fierté de la famille. Mais il vous est déjà arrivé de prendre ne serait-ce une minute. Vous posez la question, OK, aujourd'hui, 6 mois, père de famille, 6 mois les pourvoyeurs, parce que c'est ça en fait, les papas, les parents, moi qui pourvois aux besoins de la famille, moi qui prends en charge ma famille, si aujourd'hui je partais, que deviendront mes enfants? Que deviendra ma famille, ma femme, ou peut-être mon mari? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que lors des funérailles, nous voyons des gens pleurer, nous-mêmes nous pleurons, et lorsque nous pleurons pas
pas seulement parce que la personne est partie. Oui, la personne est partie, il est responsable, irremplaçable. Nous ne le reverrons plus. Voilà, on ne va plus voir son sourire, on ne peut plus profiter de son affection. Oui, ça aussi, ça fait tellement mal parce qu'on a ce côté humain. C'est normal que ça dérange. Mais une autre question ou peut-être un autre point qui fait beaucoup plus pleurer les gens, c'est l'après-toi, en fait. Les gens se posent des mille et une questions. D'abord, comment handle your funerals, mais après les gens se disent ouais, voilà. Une chose arrive, les gens seront là en train de se poser ce genre de questions. Mais qu'allons-nous devenir? Lui qui pourvoyait à nos besoins, lui qui a mené cet income, lui qui assurait peut-être voilà, pour l'éducation des enfants, pour voilà, la nourriture, pour, je sais pas moi, avec les enfants, tout ça. Maintenant qu'il est parti, où est-ce que nous allons trouver cet income to keep on with life? Parce que la vie ne s'arrête pas. Vous partez, mais votre famille reste. Vos enfants restent. Votre femme reste. Votre mari reste. Vous voyez un peu? Alors, la vie continue. Ils doivent continuer à vivre. Mais comment vont-ils vivre si ce que vous apportez n'est plus là? Ce que vous contribuez pour la survie de la famille n'est plus là. Comment ces gens-là vont vivre? Les gens qui vous nécessitent de dire matin, midi, soir que vous les aimez. Mais posez-vous ce genre de questions. Parce qu'on dit, pour avoir de bonnes réponses, il faut se poser de bonnes questions. Et c'est ce qui nous manque parfois. On ne sait plus se poser de bonnes questions. Les gens ont mal compris l'assurance vie, en fait, son essence ou peut-être sa définition, sa conception. L'assurance vie, d'abord, ce n'est pas pour vous qui prenez ça. Ce n'est pas pour vous. That's the first thing people have to know. Quand vous prenez l'assurance vie, ce n'est pas d'abord pour vous. C'est pour les gens que vous aimez. Ça, c'est l'assurance vie. Parce que vous n'allez pas être là. Mais les gens vont rester. Et ils vont vivre. Et comment vont-ils vivre à votre absence? C'est ça la question. Je pense que les gens devraient se poser. Que ce soit les papas ou les mamans, prenez au moins une minute, peut-être au moins chaque jour de votre vie, de vous poser cette question. Vous regardez en face, posez cette question. Et si vous avez trouvé des réponses, si vous pensez que vous avez quelque chose de consistant pour assurer la survie de votre famille, gloire à Dieu. Et voilà, la vie continue. Mais alors, même si vous en avez assez, pourquoi pas doubler? Si vous avez prévu, par exemple, 1 million, voilà qu'à votre absence, votre famille aura 1 million pour la survie. Si vous avez les moyens déjà de l'air pour qu'il reste 1 million, pourquoi pas en faire 2, 3, et so on. Et si vous n'en avez pas, il est temps. Prenez en tout cas ce que nous vous disons ici en considération. Posez-vous ces questions et essayez au moins de trouver des réponses. Parce que, comme je disais, we just mistaken. Parfois, on a une mauvaise compréhension de l'assurance vie. C'est d'abord la protection de votre famille. D'abord, la protection de votre famille. Alors, je m'adressais aux parents, mais il y a une catégorie de gens, nous, les célibataires, on se dit, après, là, on n'est pas concernés parce que c'est les parents qui doivent s'inquiéter de leur famille, de leurs enfants. Mais vous aussi, nous aussi, qui sommes encore célibataires, mais attendez, nous avons aussi des familles. Il y a des gens qui dépendent de nous, il y a des gens que nous prenons en charge. Il y a des gens qui sont payés, nous avons des jeunes frères, des jeunes sœurs, nous avons des parents, parfois c'est nous qui payons leurs loyers, c'est nous qui payons leurs frais scolaires, leurs études, parfois c'est nous qui assurons pour la nourriture, tout ça. Mais si chaque mois vous devrez dépenser 300 à 400 dollars pour la survie de votre famille, comme que ce soit ici ou au pays là-bas. Et posez-vous aussi la question, si vous n'êtes pas là, comment votre famille, comment les gens que vous prenez en charge vont survivre après vous? Oui, ils vont pleurer, vous êtes parti. Ça va pas vous remplacer. L'assurance vie, en fait, ne remplace pas la personne. Ça, nous le savons très bien. Quand vous partez, rien ne peut remplacer la personne humaine. Rien ne peut remplacer l'homme. Mais en fait, voilà, les charges, les responsabilités qui étaient vôtres, qui va en assumer? Chaque fin du mois, vous envoyez l'argent pour la survie de votre famille. Mais si vous êtes parti aujourd'hui, bien que vous soyez célibataire, bien que vous n'ayez pas encore une famille, mais que deviendra votre famille, comme vos frères, vos soeurs, vos parents? Comment ils vont s'en sortir pendant un temps, pendant que vous n'êtes pas là? Alors, ce sont toutes ces questions que nous devons nous poser
et trouver des réponses. Et je crois qu'une fois qu'on se pose ces questions, des réponses qu'on trouvera, ça pourra nous orienter, voilà, à prendre un sens ou l'autre. Et voilà, c'était juste pour poser les bases de ce qui concerne l'assurance vie. Je voulais vraiment éclairer parce que souvent, on a eu une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture de la chose, et c'est ce qui fait que les gens parfois s'en foutent, les gens, s'en passent, se sentent moins concernés. Donc, vous avez compris au moins les bien fondés d'avoir l'assurance vie. C'est pour l'income protection. C'est pour l'income protection, l'assurance vie. L'income protection when you're not there. Quand vous n'êtes pas là, voilà, ça continue à protéger votre famille, en fait. Quand je dis protéger, c'est-à-dire si la famille, si vous avez the mortgage, vous avez house, on ne va pas déguerpir votre famille. Vous voyez un peu. Imaginez que vous soyez parti comme ça, vos enfants, votre femme soient à la belle étoile. On les déguerpit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour payer les mortgages. Voyez-vous ce que ça fait? Vous voyez ce que ça fait? Ça fait mal, Les gens qui vous avez tant aimé, les gens pour qui vous avez tout donné, et que juste après vous, ils se retrouvent dans une situation pareille, ça ne sera pas vraiment gentil de votre part. D'où nécessité d'avoir ces income protection. C'est ça, en fait, la nécessité, elle est bien fondée de l'assurance vie. Et comme je dis, d'autres questions viendront, on va essayer de répondre, ou peut-être inbox, si vous en avez assez, contactez-nous, n'hésitez pas, on va revenir. Alors, parlant de l'assurance vie, il y en a aussi beaucoup de types, il y en a deux en général. Nous avons le term insurance, l'assurance temporaire, et nous avons le whole life insurance qui est permanent, en fait. Et voilà, ce sont les deux types d'assurance à vie. Chacun d'eux a peut-être des sous-branches, mais d'une manière générale, nous avons les temporaires et les permanents. Par temporaire, vous comprenez que c'est quelque chose qu'on a dans un terme donné. À un certain moment donné, ça va expirer. Parce que c'est ça, en fait, les termes temporaires. Alors, vous pouvez souscrire peut-être pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, c'est long. Mais après l'échéance, ça va expirer. Et puis, c'est quelque chose qui est cheap. C'est vraiment moins cher. Ça offre, comme on dit, n'a pris mangondo. Voilà, donc, ça se donne partout au boulot. Vous voyez des pubs qu'on nous balance à la télé chaque fois. Vous avez life insurance from $9.99, from $10. Ça, c'est plus les termes life insurance. Oui, c'est moins cher. Ça, on doit vraiment l'admettre. Mais après, comme je disais, ça va expirer à un certain moment après l'échéance, mais aussi les prix, la contribution, votre contribution va continuer à augmenter chaque 5 années. Chaque 5 ans, votre contribution va augmenter jusqu'à ce que ça expire. Et puis, une autre chose est qu'il n'y a pas de cash flow en fait. Avec le term life insurance, c'est vraiment like les death benefits. Je ne voulais pas ouvrir cette brèche, mais je vais dire rapidement, tant que vous êtes en vie, vous ne bénéficiez de rien, mais une fois vous partez, pendant l'échéance, bien sûr, vous avez les bénéfices trompés à la famille. Mais il n'y a pas les cash value, c'est-à-dire ça ne produit pas de dividendes. Vous voyez un peu, parce que ça aussi, c'est l'autre phase de l'assurance. Souvent, ça produit des dividendes, mais avec le terme, l'assurance temporaire, vous n'avez pas de dividendes, ça ne build pas de cash value. Et voilà, si vous contribuez comme ça et qu'à l'échéance expire, vous n'obtenez rien, en tout cas rien. C'est comme si vous auriez perdu tout votre argent, toutes les contributions données. C'est vraiment parti de la nature, quoi. C'est parti de la nature. Ça, c'est l'assurance vie temporaire. Donc, c'est moins cher, mais avec tout ce que je viens de décrire ici. Et puis après, nous avons l'assurance à vie permanente. Déjà, des par son nom, comme vous comprenez, permanent, c'est-à-dire ça ne va pas expirer. Ça, c'est pour toute la vie. Et puis, une autre chose avec l'assurance vie, au début, c'est un peu cher. Parce que non, quand les temporaires moins chers, attendez-vous à ce que les permanents soient un peu chers. C'est pas trop, mais c'est un peu cher. Et ça dépend aussi, il y a des éléments qui rentrent en compte. Il y a d'abord la santé, vous devez être en bonne santé. Et puis, vous devez aussi avoir ça dépend de l'âge. Donc, plus vous êtes jeune, plus vous aurez des bons contrats, disons-les comme ça. Alors, dans les whole life insurance ou l'assurance vie permanente, comme je dis, ça n'expire pas, c'est toute la vie, mais après, les prix la contribution à laquelle vous allez souscrire aujourd'hui ne va plus jamais augmenter.
c'est comme si vous allez lock in the price. Like, si tu prends aujourd'hui $5, par exemple, c'est juste un exemple, ça reste comme ça, like, toute votre vie, ça ne va pas augmenter. Vous voyez un peu? Alors, vous prenez ça aujourd'hui par rapport à l'âge que vous avez, et même si vous atteignez, c'est pas moi, 70, 80, vous continuez à contribuer, les mêmes montants. Et puis, ça build des cash value. Ça, c'est un autre avantage. Il y a des dividendes, ça build des cash value qui pourront aussi être bénéfiques même pendant que vous êtes encore en vie. Et voilà, ça, c'est aussi un autre aspect, l'assurance vie. Mais je vais peut-être revenir plus tard quand Madame Sarah va poser peut-être des questions. On va voir s'il faudra expliquer ici ou peut-être si le temps nous fait défaut, comme on dit. Vous allez revenir plus tard inbox pour avoir des amples informations. Je vais faire un petit résumé de mon exposé de ce que je venais de dire. Donc, je disais tantôt, on a besoin d'avoir des income protection. Les income protection, parce qu'il y a beaucoup d'éventualités dans la vie, il y a beaucoup des imprévus, alors nous devons penser à être à l'abri quand ces choses-là nous arrivent. Et je disais aussi, j'ai donné les biens fondés de l'assurance vie qu'on a peut-être mal compris. Et puis, je parlais des types d'assurance vie que nous avons. Nous avons les temporaires et nous avons les permanents. Donc, voilà un petit résumé que je pouvais faire de mon exposé. Sinon, j'ai essayé de répondre à la question qui m'était posée par Madame Sarah. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard. C'était vraiment clair, c'était vraiment costaud la matière. Mais en tout cas, j'ai une question. Vous savez, autour de l'assurance vie, en tout cas, il y a toujours des questions. Surtout dans notre communauté, les gens veulent un peu savoir. Et il y a d'autres questions, la personne va poser. Bon, comment saurais-je combien j'ai besoin pour l'assurance? Combien je saurais que, bon, pour ma famille, j'ai besoin d'autant, je dois souscrire pour autant. Je ne sais pas, est-ce que tu as quand même une idée qui peut guider, au fait, tous ceux qui nous suivent en ce moment pour savoir, au fait, comment ils peuvent calculer les montants qu'ils ont besoin pour obtenir l'assurance pour leur famille? Alors, ça, c'est encore, ça, c'est une très bonne question, Et il y a les standards, en fait. Après, chacun pourra, faire ce qu'il pense, parce que tout est question de planifier. Ben, il y a un standard pour toutes les catégories, pour tout le monde. Il y a un standard prévu pour faire ce genre de calcul. Alors, c'est un peu simple. C'est un peu simple pour savoir, voilà, combien j'aurais besoin pour l'assurance vie, pour l'income protection et so on. Parce qu'on a souvent tendance à sauter les cas. On nous dit, hey, voilà, l'assurance vie, ça se vend $14. Du coup, on jump in and we get it. Parce qu'on ne fait pas allusion en fait à ce genre de questionnement que vous avez soulevé ici. C'est important avant de souscrire à un plan, avant de penser à faire des contributions, vous devez savoir combien il vous faudra pour l'assurance vie pour votre income protection. Alors, comme je dis, c'est simple, les calculs en tout cas simples. Commencez par prendre ce que vous dépensez chaque fin du mois. Vos dépenses mensuelles, tout part de là. Vos dépenses mensuelles. Supposons que vous dépensez $4,000 chaque fin du mois. Vous avez $4,000. Donc, vous avez le rent, toutes vos dépenses en fait. Je ne veux pas détailler, chacun a ses dépenses. Je prends juste d'une manière générale $4,000 le mois. Et vous allez multiplier ce mois-là par 12 pour faire un an. Vous avez aussi un montant. Maintenant, pour savoir combien vous en aurez besoin, c'est plus ou moins 10 ans. Vous devez penser à 10 ans d'après vous. Vous devez penser, OK, ce que nous dépensons aujourd'hui, ce que je pourvois aujourd'hui à ma famille, en tout cas, je dois prévoir 10 ans d'après moi que ma famille ou mes enfants ou ma femme ou voilà, tous ces gens qui dépendaient de votre income, de vos revenus, qui continuent à vivre. Mais après, chacun peut faire, comme je disais, ce qu'il pense par rapport à ses revenus, par rapport à ses moyens. D'une manière générale, vous devez penser à protéger votre famille 10 ans après vous. Quand vous n'êtes pas là, c'est au moins pendant 10 ans, la famille va essayer de vivre, de survivre, garder le standing qu'elle avait, le temps peut-être de se rechercher, de retrouver d'autres moyens. Donc, je disais, prenez vos montants, vos dépenses mensuelles, vous multipliez par 12, ça vous fait un an, et puis vous multipliez maintenant multiplié par 10, ce qui fait 10 ans. Donc, $4,000, par exemple, fois 12, c'est, je crois, $48,000.
et vous multipliez 48 000 par 10, ça vous fait 480 000 $. Donc, si vos dépenses mensuelles est de 4 800 $, vous devez souscrire à une assurance de 80 000 $. Ça, c'est le standard. C'est vraiment le standard, like 80 000 $ pour que votre famille soit en fait à l'abri pendant que vous ne serez pas là pendant au moins 10 bonnes années. Je ne sais pas si vous connaissez un monsieur appelé Dave Ramsey. Et moi, par exemple, je suis une adepte, si je peux dire ainsi. En fait, ces questions, ces réponses, ces conseils par rapport aux finances, d'une manière ou d'une autre, m'aident aussi, je le suis aussi. Et j'ai reçu la question d'une personne à qui j'abordais sur l'assurance et je l'expliquais au fait, les avantages et puis les deux types que vous venez d'expliquer, l'assurance temporaire et puis l'assurance permanente. Et la personne va me dire que non, en tout cas, je hais l'assurance permanente. Pourquoi? Parce que Dave Ramsey a dit, il faut prendre le terme et puis investir le reste. Au lieu de prendre le whole life parce que c'est cher, c'est mieux de prendre celui qui est moins cher et puis le reste d'argent, vous-même, vous pouvez investir. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça mal et je ne sais pas, d'après votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, dire que voilà, vous prenez comme insurance et investissez le reste. Oui, c'est pas mal comme vous disiez là, c'est bon. Ben là, comme je disais, tu prends une assurance, par exemple, les temporaires de 10 ans. Donc, toi, tu te dis que tu vas mourir dans 10 ans, c'est ça? Disons-le comme ça, tu prends pour 5 ans, tu prends pour 15 ans. Donc, tu définis en fait le nombre de tes jours en fait. Tu te dis, OK, moi, je suis sûr que je vais vivre pendant 10 ans et après, je vais partir. Si c'est le cas, tant mieux, tu dois suivre les conseils de Dave Ramsey, like, OK, je prends un terme. Les termes, en fait, c'est pas aussi mauvais que ça. Mais seulement, like, vous prenez par exemple de 10 ans. Et qu'aujourd'hui, vous aviez par exemple 45 ans. Dans 10 ans, vous aurez 55 ans. Si vous ne mourrez pas, c'est-à-dire ces policies-là vont expirer. En fait, les termes, ça va expirer. Mais vous aurez encore besoin d'assurance. Alors, vous aurez 5 ans, d'accord. Vous n'aurez plus 45 ans, ça sera maintenant 55 ans. Vous avez pris de l'âge. Et comme je disais, l'assurance, il y a aussi les facteurs qui entrent en jeu. Mais après, il y a aussi un problème de santé. Qu'est-ce qui vous garantit que vous aurez en bonne santé comme vous l'êtes aujourd'hui? Parce que la vie, comme on dit, c'est vraiment like, c'est fait des imprévus en fait. Rien n'est prédit dans la vie. Vous êtes en bonne santé aujourd'hui, vous avez de l'énergie, mais qu'est-ce qui vous garantit que dans 10 ans, vous aurez la même santé que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous garantit? Et vous voyez maintenant, après 10 ans, si vous prenez pour une assurance de 10 ans et que vous ne mourrez pas dans 10 ans, ça expire, vous aurez besoin de recourir à un autre contrat. Vous aurez 55 ans, by that time. English, French, parfois vous serez. Voilà. You're going to be 55 by that time. Vous avez pris de l'âge, le prix sera exorbitant. Mais aussi, si il s'avérait que vous avez le problème de santé, they're going to charge you based on your health conditions. Donc, les termes, je n'ai pas de problème quant à ça. Les gens peuvent le prendre, mais ils ne doivent plus ignorer ces éléments qu'on vient d'étayer ici. Les prix vont aller up. Et si ça expire, vous allez déjà edge, vous aurez pris de l'âge. Les prix vont encore, la contribution va augmenter. Mais si vous avez encore les problèmes de santé, vous avez même la chance qu'on vous deny, like, on décline votre contrat, qu'on ne vous prenne pas. Parce que les assurances aussi, c'est ça en fait. Ils veulent assurer les gens qui sont aussi en bonne santé. Alors, si vous avez le problème de santé, soit les prix et la contribution est tellement exorbitante, soit rarement on rejette votre demande, on vous assure pas. Donc, c'est ça en fait. Il faut toujours prendre les éléments en compte avant de, comme on disait, ne prenons pas parce qu'on doit prendre. Ne prenons pas l'assurance parce qu'on nous a dit de prendre, on prend, non. Il faut, réunir tous ces éléments et puis vous allez design based on your needs and based on, ce que vous voyez, tout ce que vous comptez faire de de vos finances, tout ça. Il faut prendre tous ces éléments qui pourront vous aider à prendre des bonnes décisions, à prendre des bonnes directions. Merci beaucoup, M. Blanchard. Je pense que c'était vraiment clair.
Et je viens d'ailleurs de voir un commentaire de Monsieur Tankis qui dit plus l'âge avance, plus l'assurance vie devient expensive et voire même impossible si les maladies liées à l'âge deviennent visibles. Donc, plus l'âge avance, plus vous êtes même susceptible d'être refusé. Et moi, par exemple, personnellement, je me dis que ce pays a un système. Quand nous venons de l'Afrique, nous avons notre manière de vivre. Et ce pays aussi a un système. Et c'est comme si vous créez votre héritage pour vos enfants. Pas comme héritage, mais parce que quand on vient parfois, nous sommes immigrants, on vient un peu plus âgés. Et c'est difficile de constituer une richesse pour rassurer à vos enfants quand vous ne serez plus là. Et ce pays, connaissant comment il fonctionne, ils ont mis des choses en place pour se rassurer que si quelque chose arrive, que vos enfants sont protégés. Voilà combien vous avez des assurances, tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Blanchard. Merci beaucoup. Si nous aurons une question de ceux qui nous suivent, nous allons encore reposer. Je reviens à Madame Ruth. Madame Ruth, est-ce que tu es là? Je suis là. Ok. Madame Ruth, tu nous as parlé sur les fonds d'urgence. Et tu nous as donné un peu le détail. Pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas assez de dépenses, ils peuvent prévoir jusqu'à 3 mois. Pour ceux qui ont des enfants, qui ont beaucoup plus de charges, peuvent prévoir jusqu'à 6 mois. Mais il y aura une question. Tu sais, en fait, nous sommes en train de parler à notre communauté. Quand on arrive ici, c'est presque, nous reprenons la vie à zéro. Et déjà, pour commencer à constituer les fonds pour payer la maison, subvenir aux besoins, c'est un peu compliqué. Mais comment on peut faire pour obtenir ces fonds? Quels sont les moyens qu'on peut utiliser? Qu'est-ce que tu nous suggères? Les possibilités qu'il y a qu'on peut, au fait, commencer à constituer ces fonds d'urgence. Parce que, au fait, notamment, ce qu'on fait, on recourt à chercher à avoir de cartes de crédit pour peut-être se rassurer avec le crédit. Mais tu nous dis que ce n'est pas du tout, ce serait mieux d'avoir le cash. En tout cas, aide-nous. En tout cas, très bonne question, Madame Sarah. Excusez-moi pour la voix. Très bonne question. Premièrement, votre question doit revenir au premier live. Alors, si vous n'avez pas encore suivi notre premier live, allez suivre notre premier live. Nous avons parlé de comment est-ce que nous, quand on vient ici, on reste toujours au bas de l'échelle. Alors, on avait évoqué quelques points et on a dit que voilà, on vient, on cherche à avoir une Mercedes 2020 alors qu'on ne devait pas avoir cette voiture-là. On cherche à avoir une très belle maison ou bien un appartement. Là, on veut juste impressionner les autres. Là, directement, nos finances sont en désordre. Ce qu'il faudrait faire, vous qui me suivez en ce moment, je sais que oh non, moi je ne peux pas, oh voilà, moi je ne peux pas parler avec quelqu'un, il va connaître mes secrets de la maison, ici il n'y a pas de secrets. Vous ne regardez pas le TV show et ça, il n'y a pas de secret. So, venez, va dans la maman Sarah, si vous voulez parler avec ma maman Sarah, Monsieur Blanchard, ou bien parler même avec eux. Vous voyez tellement que vos finances sont déjà en désordre, ils sont en ordre, vous permettre que non, voilà, on budgétiser, apprenez que ceci, c'est comme ça. On va vous apprendre comment éviter de payer plus dans les cartes de crédit. On va vous apprendre tout cela. Et puis, cela fera que vous allez avoir quelque chose de côté qui va vous permettre de commencer à mettre de côté pour votre emergency fund. Oh, mais Ruth, moi, je n'ai qu'un seul job ou je n'ai que 2 jobs, cela ne me suffit même pas. Raison pour laquelle on vous dit souvent, si on ne vous l'a jamais dit, on vous le dit aujourd'hui, qu'il ne faudrait pas avoir seulement one stream of income. Don't rely on one stream of income. Vous devriez avoir plusieurs entrées. Business, ayez plusieurs entrées. Admettons que vous étiez une table, ok? Et vous avez 4 legs, 4 legs. Et puis si one leg go away, vous allez avoir 3 legs left. So vous allez toujours avoir ces supports-là. Ayez plusieurs streams of income. Vous qui êtes là, qu'est-ce que vous attendez pour commencer un business? Je ne sais pas, c'est 2021 là. On a tous été au TMIT. On était, on a noté. Donc si vous n'êtes encore... Si on ne vous a pas encore enseigné, ceux qui ont été invités, Papa Blanchard, on dit ça en anglais comment ceux qui ont été invités.
So, ceux qui n'ont noté, Papa Blanchard l'a dit, ceux qui n'ont noté MIT, 2021, you better start a business. I don't know what you're still waiting for. Qu'est-ce que vous attendez? Start a business. Deviens ton propre business owner. Tu as la possibilité de le faire. En tout cas, je parlais même avec Madame Sarah. Elle est là. Elle peut vous aider to start your own business. Devenez votre propre boss. N'ayez pas de limite dans votre income. Et quand vous commencez un business, vous avez la possibilité de déduire dans les taxes plusieurs choses que vous êtes en train de faire en ce moment. Sombi iPhone à Sika. Pourquoi? Juste pour vous faire plaisir. Mais si vous avez un business, c'est pour le business. Ça s'explique quand même. Comme pour répondre à la question de Madame Sarah, ayez plusieurs streams of income. Cela vous aidera toujours à avoir quelque chose qui va remplacer au cas où vous ne travaillez plus ici, vous avez d'autres streams of income. Et aussi, prière de commencer un business. C'est déjà 2021. 2020, on a vu des histoires et puis c'était vraiment désolant. Prière de start a business. Madame Sarah va vous aider to start a business. So, let's do this together. So, je pense que j'ai répondu à votre question. Merci, Madame Sarah. En tout cas, merci beaucoup, Madame Ruth. Je pense que c'est vraiment clair, OK? C'est vraiment clair parce que pour constituer ces montants-là, vous avez besoin d'augmenter vos revenus. Donc, si le revenu d'aujourd'hui ne vous permet pas de pouvoir constituer ces fonds-là, trouvez-vous soit un autre travail ou deuxième job ou encore commencer un business à côté en dehors de votre travail de base. Vous avez un petit business qui vous permet de constituer petit à petit. Et je pense que vous avez quand même tout dit, vous avez donné de ces éléments-là qui font partie de ces choses qui nous aident à établir de bases financières solides. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, on a parlé sur la protection et nous avons parlé sur le fonds d'urgence. Madame Ruth a dit comment on peut constituer le fonds d'urgence. Commencez un business. Ayez multiples sources d'income. Ne dépendez pas seulement de votre travail, mais créez aussi d'autres business qui vous permettent de constituer ces fonds d'urgence. Monsieur Blanchard a parlé sur la protection. Nous savons que nous protégeons tous nos voitures. Nous protégeons nos biens. Avant de signer un liste de location, on vous oblige d'avoir une assurance pour votre maison. Et sans même réfléchir, vous savez que pour votre véhicule, vous devez l'assurer. Depuis que vous avez votre voiture pendant 5 ans, vous n'avez jamais manqué un paiement de votre assurance auto. Mais pourquoi ne pas avoir l'assurance pour protéger votre vie, c'est-à-dire protéger l'income qui aide votre famille au cas où quelque chose vous arrive, comment vous allez subvenir, comment la famille va vivre. Monsieur Blanchard a bien dit, c'est toujours mieux, le standard est de réfléchir jusqu'à 10 ans, prévoir pendant 10 ans, le temps de donner à votre famille l'équilibre, de se relancer peut-être eux-mêmes. Peut-être après le 10 ans, les enfants deviendront majeurs. Peut-être pendant les 10 ans, vous allez un peu aider la famille après vous. Mais ça, c'est un standard. Vous pouvez dire aujourd'hui que je n'ai pas assez d'argent pour le 10 ans. Peut-être je peux commencer par prévoir pour 3 ans. Pourquoi ne pas prévoir pour 5 ans? Donc, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose. Monsieur Blanchard également a parlé de type d'assurance. Nous avons 2 types d'assurance, l'assurance permanente et l'assurance temporaire. Il a expliqué le bienfait et le désavantage, par exemple, de ces deux assurances. Mais si aujourd'hui vous dites que, OK, l'assurance permanente est très chère, je ne saurais pas, commencer avec quelque chose. Commencez avec quelque chose, ça peut être permanent, mais au moins vous avez la connaissance que lorsque vous augmentez vos finances, vous devez aussi upgrade, OK? Donc, c'était en fait ça. Je ne sais pas si mes 2 experts ont quelque chose à nous dire avant de clôturer. Monsieur Blanchard, est-ce que vous avez un mot à dire? Voilà, je veux conclure par ces mots. La maladie qui nous empêche à faire tout c'est la procrastination. Nous adorons procrastiner en fait. Nako sala, nako kende, nako la procrastination. Et ça va nous amener nulle part la procrastination. Il est temps de nous guérir de cette maladie qui est la procrastination. Évitez de ramener à demain ce que vous devrez faire aujourd'hui. Demain est imprévisible. You cannot tell how tomorrow will look like. Nobody can.
on les gagne. So, évitons la procrastination. Évitons la procrastination. Nous avons eu la matière, nous avons voilà, les informations, les renseignements. Réfléchissez, voilà, avec maman, avec papa, essayez un peu de parler et prenez de bonnes décisions. Now, don't wait tomorrow. C'est la procrastination. You never know. Nous voyons ce qui arrive, quoi. Accident, nous voyons comment les gens à qui on a dit bonjour à 10h, à 11h, on apprend qu'il n'est plus. So, qu'est-ce qui te garantit que tu vas voir les 2 prochaines heures qui suivent? Nothing. Évitons la procrastination. Prenons de bonnes décisions au bon moment, surtout pour les gens que nous aimons. Surtout pour les gens que nous aimons. Ça sera en tout cas une très bonne chose. Et people will remember. Tes enfants, ta famille will remember. Okay, you did something good, great for them. Donc, voilà un peu ma conclusion pour le dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Ruth. Alors, merci, Madame Sarah. Et en tout cas, ce que je voudrais dire, le fait qu'on vous parle comme ça, vous êtes en train de nous suivre, je ne sais pas, vous êtes où en ce moment? Si vous êtes, je ne sais pas, Ohio, écrivez Ohio dans le commentaire comme ça. Si vous êtes, je ne sais pas, Texas, Kentucky, please, écrivez, comme ça qu'on sache où vous êtes. Et j'aimerais un jour venir vous visiter. Oui, cette équipe ici viendra vous visiter pour partager plus avec vous. Alors, moi, je ne sais pas si vous savez, j'ai le background en nursing. Je suis ce genre de personne who really cares. Donc, j'aimerais vraiment aider d'autres personnes, partager l'éducation financière. Mais je ne sais pas être dans 50 States au même moment. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Si vous ne me suivez pas, vous êtes au travail, vous allez me suivre après. Mais que pensez-vous? Au fait, si je pouvais dire, je m'aurais travaillé avec des personnes comme moi. Si vous pouvez être une copie des Ruth à Kentucky, est-ce que je ne sais pas si c'est un peu trop. Je veux pas être, non, pas une copie. Si vous voulez avoir ces mêmes informations à Kentucky ou bien Texas ou partout, n'importe quel state vous voulez, n'hésitez pas de nous contacter. J'aimerais vraiment partager ces informations parce que notre communauté a vraiment besoin de ces informations. Alors aujourd'hui, je parle aux infirmières. Oh, les infirmières, je vous connais, je sais, deux fois on va au travail, on est fatigué, deux fois ces résidents-là, je sais ces résidents-là. Alors, vous les infirmières, j'aimerais vraiment parce que vous avez un cœur, I don't even know how to put it. I'm like, j'ai même pas les mots. Donc, vous avez ce cœur-là tellement précieux. I want to work with all nurses out there. Vous êtes une mère, vous êtes infirmière, vous avez des enfants. I know you always take care of other people. Now it's time to take care of your own. Your family, your brothers, your sister, your kids. It's time to take care of your own. What about you and I sharing what we have right now? So, on peut aider d'autres personnes. Alors, c'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Sarah. Merci beaucoup, Madame Ruth. Merci beaucoup, Madame Ruth. Comme je peux dire, wow, that was amazing. So, chaque jour, quand je me dis que je veux me rencontrer avec mes 2 experts, je suis très contente. Hier, j'ai dormi à 1h, mais je devais me réveiller très tôt, 6h, pour me dire que, yeah, c'est un rendez-vous de champion. Donc, je dois être là, prête à recevoir de la matière venant de mes 2 experts. Je suis très, 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 très contente. En tout cas, merci d'être là, ceux qui nous ont suivis. C'est déjà, demain, c'est la Pâque. Je sais que beaucoup sont trop occupés. D'autres étaient à l'église, il y avait de veillées, je comprends. Et à tout moment, vous allez nous suivre. N'hésitez pas de nous laisser vos commentaires, de nous écrire inbox. Juste avoir vos impressions. Si vous voulez les appeler, on peut toujours parler one-on-one. On peut mettre en contact avec Madame Ruth, Monsieur Blanchard. Et wow, je sais que nous sommes là juste pour aider, OK? On veut juste changer notre communauté. Nous voulons aussi que la communauté change, que nous ayons de millionnaires, que nous ayons des bonnes choses quand même, OK? Donc, je suis très heureuse. Merci